allez dire, depuis l'indépendance des accords de coopération, vous nous dites, vos diplomates sont restés assez longtemps dans notre sol, il faut les changer. Ce n'est pas normal du tout, ce n'est pas réluisant ce cas. Il a relevé également le cas de notre représentation diplomatique à Paris et à Washington. Parce qu'à New York, c'est pour les Nations Unies, et à Washington, c'est pour les États-Unis, où il était question, Mendouga, il était en prison, paix à son âme, il est décédé aujourd'hui, il lui arrive de ne plus honorer les factures d'électricité et les factures d'eau. Donc, on arrive où votre représentation diplomatique devient vétuste, on n'arrive pas à renouveler quoi que ce soit. Or, c'est cette représentation diplomatique qui vous représente en réalité. Donc, votre ambassadeur, c'est votre président là-bas. La preuve, on lui donne un attaché militaire, un attaché aux affaires économiques, un attaché culturel, un attaché de la presse. Donc, en réalité, c'est tout un gouvernement qui se déplace là-bas, qui vous représente. Et malheureusement, on ne joue pas le rôle qu'ici à notre pays aujourd'hui, qui a une histoire glorieuse, qui a, sur le plan du droit international, un rayonnement acceptable, qui a des sportifs de haut niveau dans tous les pays du monde, donc qui a même sur le plan intellectuel des cadres bien connus et respectables. Donc notre diplomatie, on dit diplomatie de présence, mais en fait, elle ne représente pas véritablement notre... Est-ce qu'il y a une différence en termes de considération vis-à-vis des ambassades sur les autres pays africains par rapport à ce qui sont peut-être en Occident et dans d'autres continents? Absolument, absolument. Regardez le cas du Sénégal. Le Sénégal, pour prendre le pays, a le plus grand nombre de représentants dans les institutions des Nations Unies. Vous verrez, or, le Sénégal est un pays francophone. Comment se fait-il que le Sénégal passe jusqu'à présenter un directeur général du Fonds des Nations Unies sur l'alimentation, beaucoup de présentations. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la diplomatie, et il a bien fait de relever le fait que lorsque l'OU arrive, c'est quand même les eaux et Kangaki. Et après les eaux et Kangaki, William et Tekimboumoua. Aux Nations Unies, nous avions les gens à l'époque comme Ndo. Voilà, Michel Ndo et Kingé. Michel Ndo Kingé qui y était, et beaucoup d'autres. Et Monet Kosso, à un moment donné, alors de représentations comme ça, qui aujourd'hui, nous ne sommes que l'ombre. Voilà, mais Guy, les représentations diplomatiques camerounaises à l'étranger, je ne sais pas en compte des intérêts des ressortissants camerounais qui sont dans ce pays. Il y a une action bien menée. Je parle rien qu'au vu de différentes réactions de la... On a eu beaucoup de plaintes de nos compatriotes de la diaspora qui ont eu des mouvements d'humeur même au sein de nos représentations diplomatiques à l'extérieur. Donc on ne peut pas dire ici que les choses sont aussi bien menées que ça. Donc on a également... Il faudrait peut-être aussi qu'on se pose des questions de savoir est-ce que l'État camerounais donne justement les moyens à ces représentations diplomatiques de mener à bien leur tâche, c'est-à-dire qu'en termes d'assistance de nos frères qui sont à l'extérieur, je ne pense pas, parce qu'on a des diplomates même qui se plaignent de comment est-ce qu'ils sont traités. Il y a des diplomates qui estiment qu'ils vivent eux aussi dans la précarité, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés en vivant eux-mêmes dans cette précarité-là, de venir en aide à leurs compatriotes qui vivent dans ces pays. On peut prouver vraiment que nos diplomates, certains, sont dans la précarité, puisque on sait qu'en général, le train de vie de tout ce qui relève de la haute administration est assez élevé au Cameroun. Oui, de la haute administration, mais il faut dire aussi quand même qu'il y a des traitements de fâcheuse. Il y a des diplomates qui sont très bien, il y en a qui ne sont pas bien. On a tout à l'heure, il y a Charles Hamel qui évoquait les diplomates oubliés à leur poste, il y a des diplomates déserteurs. Vous allez remarquer que certains sont envoyés à l'étranger, mais ils reviennent, ils ne prennent pas service, ou alors ils prennent service, mais ils reviennent au Cameroun parce qu'ils estiment que le salaire qu'on leur donne à l'étranger est le même qu'ils avaient sur place. Or, ça ne peut pas être possible. Si vous aviez 1 million de francs, supposons, au Cameroun, et quand vous redonnez les 1 million de francs en France, vous comprenez qu'il y a un problème.
Vous comprenez qu'il y a un problème parce que dès qu'on convertit 1 million de francs CFA en euros, ça ne représente plus rien. Donc, il y a un problème. Alors, moi, je pense quand même que il faudrait, encore, on revient à l'État. Les attributions de l'État. Ça relève du ministère des Relations extérieures. Des relations extérieures, voilà. Il faudrait qu'il y ait un suivi, c'est-à-dire que déjà, si ces diplomates sont bien traités, comme vous le constatez, il faudrait justement qu'il y ait un suivi pour s'assurer qu'ils font exactement ce qui relève de leur fonction, c'est-à-dire que sauvegarder les intérêts des Camerounais à l'extérieur. Est-ce que c'est fait? Quand on se rend compte que dans des pays comme la Libye, la Tunisie, on décrit tout le temps des Camerounais qui sont tués, ici plus à côté en Guinée, voilà, à Dubaï, en Guinée, même à côté, en Guinée équatoriale, on a des Camerounais qui sont violentés, qui sont chassés, qui sont pourchassés, mais on n'a jamais eu vraiment de réaction officielle même. D'où ma question, voilà. Oui, et je vais relancer Charlemagne, est-ce que le poste d'ambassadeur au Cameroun relève de la politique? Parce que, est-ce que ce sont des diplomates presque tous à la base, c'est-à-dire qui ont reçu la formation pour ce faire? Parce que vous avez évoqué quelques cas. Martin Bargangelé, du temps où il était ambassadeur, avait-il subi cette formation passant par l'IRIC? Je ne sais pas, c'est une question au premier lieu. Je vous dirais oui et je vous dirais non. Oui, parce qu'il y a ceux qui sont véritablement formés. Non, parce qu'il y a certaines qui reçoivent, comme on va dire, une sorte de récompense politique et qui se retrouvent à ces différents postes. Rappelons-nous encore d'un événement. Ah non, commençons par le plus loin. Rappelons-nous de Charlotte Bango, lorsqu'elle était tombée malade. Elle était malade. Ils ont entamé des procédures au niveau de l'ambassade du Cameroun pour qu'on vienne en aide à cet artiste. Rien n'a été fait jusqu'à son décès. Il avait fallu que ce soit Chantal Aïssi qui crée un collectif pour pouvoir mobiliser, faire la pression pour que les différentes associations camerounaises puissent apporter de leur aide. Malheureusement, elle est décédée. Charlotte Bango, je parle de Charlotte. C'est vrai qu'elle n'était pas installée en France aussi. Non, je parle de Charlotte. Mais elle était dans un autre pays. Non, je parle de l'Europe. Il a fallu que Chantal Aïssi mobilise. On a mobilisé des associations camerounaises. Elle est décédée déjà, Charlotte Bango. Oui, je dis en Europe. En Europe, avant qu'on rapatrie son corps. Combien d'artistes camerounais ont eu le cas de Wopson? On a eu le cas de Longa même qui était emprisonné, qui à un moment donné avait demandé à ce que l'ambassade puisse faire. Non, il y a un abandon total qu'il faut remarquer. Les ambassades, pour le cas de la France et de Lyon, on va organiser tous les événements du RDPC. Beaucoup de fêtes, c'est beaucoup plus. Lorsque vous allez même sur YouTube, vous allez fouiller, lorsque vous frappez l'ambassade du Cameroun en France, vous ne voyez que la fête. Rien que la fête, très peu de séminaires, rien que la fête, c'est célébration de tel symposium, on s'attend à le voir. Vous avez eu le cas de la Guinée équatoriale où, lorsque les Guinéens se sont mis en colère, ils chassaient pratiquement tout le monde. C'est le Nigeria qui a envoyé un bâtiment pour aller chercher tous les ressortissants. Je pense qu'un pays qui brille par une diplomatie tel que par exemple comme le Cameroun, vous n'allez pas vous plaindre de n'avoir personne, ne plus être convié. Je vous ai dit que lorsqu'il y a un rassemblement de tous rassemblement à l'échelle internationale, le corps diplomatique camerounais appartient au clan d'âge, des doyens d'âge, parce que tous sont vieux, sont fatigués. Il a fallu, c'est tout récemment qu'on a changé l'ambassadeur de France, après qu'on ait nommé le jeune Bélam Belassi, je pense que c'est Ayolo, l'ancien ambassadeur du Gabon, qu'on a affecté. Rappelons-nous des cas plus récents, ça c'est aux États-Unis, avec le Cabral Libi, lorsqu'il est allé pour les inscriptions sur liste électorale. Il vous a dit qu'il a fait combien de tours à l'ambassade? Il vous a dit que les salles, même là, on pouvait inscrire, c'était à quel niveau? Rappelez-vous pour vous rendre compte que véritablement, c'est une chimère. Lorsque vous êtes hors de ce pays, c'est compliqué pour vous avec les différentes ambassades. Oui, Mbambok, on va donc sortir de ce sujet et espérer que cette diplomatie de somnolence pourra être boostée. Oui, c'est l'espoir, Sam, mais c'est quand même compliqué. Rappelez-vous le fameux coup de tête. C'est précisément parce que la diplomatie était somnolente qu'un ancien diplomate, ancien secrétaire général des Nations Unies, William Aurélien Etekimboumouan, à l'époque ministre des Affaires étrangères, c'est comme ça qu'on l'appelait, avait initié des actions avec la Hongrie pour venir rendre compte au chef de l'État. Et le chef de l'État a estimé que son ministre des Relations extérieures et des Affaires étrangères en prenait à sa tête. Alors que non, le gars voulait booster la diplomatie et faire ce qu'on appelle la diplomatie de présence. Après, il y a un coup de tête, on l'a sorti du gouvernement. Et c'est devenu comme si tout le monde avait déjà peur.
Voilà comment ça a chaviré. De telle manière que lorsque les ambassadeurs se rendent compte que notre ministre de tutelle, par un coup de tête, il est parti, tout le monde est resté. On envoyait simplement des notes du point où c'est devenu aujourd'hui mort, totalement mort. Vraiment que les institutions nous républiquent, c'est ça qui se passe malheureusement. Mais il faut aussi parler, n'oublions pas aussi les difficultés de paiement. Comme parlait tout à l'heure Megui, il y a des difficultés de paiement. Le personnel d'ambassade, notamment, enfin, ils ont de sérieux problèmes, ça c'est vrai. Mais si les gens n'arrivent même pas à payer, là, on le facture d'eau, au lieu de cette facture d'eau, vous avez vu ce qui était arrivé à l'ambassade de Washington. C'est les images qu'on a pu avoir, qui a été malheureusement fermée parce qu'il y avait d'énormes problèmes. Est-ce que c'est l'État qui ne parvient pas à prendre ses engagements? Qu'est-ce qui ne va véritablement pas avec nos représentations diplomatiques? Est-ce qu'on est fatigué? Autant mieux essayer de revoir. Et puis il y a eu le cas donc de l'ambassade, je crois, du Canada récemment, qui a fait l'objet d'une infiltration de la part de quelques personnes qui sont allées. Ça veut dire que notre attaché militaire là-bas, et parce qu'il y a aussi un service de sécurité, n'a pas su, peut-être même que les gens n'allaient pas là-bas. C'est-à-dire que dans ce genre de choses, les renseignements avec la police canadienne auraient pu déceler qu'il y a un mouvement qui s'apprête à venir envahir les locaux. Et il y a surtout, le cas de ces ambassadeurs, et vous l'avez dit, Charles Armel, qui sont oubliés de très longues années, pendant des décennies à certains postes. On se rappelle de celui que nous avions à l'époque trouvé en Égypte et qui avait compétence sur au moins 3 pays. Il ne se rappelait même plus qu'il était d'origine camerounaise. C'est lui qui venait de partir, il est resté ambassadeur, M. Melaga, en Allemagne pendant plus de 20 ans. Il était oublié et il en était de même de Paul Pondi. Paul Pondi est resté ambassadeur du Cameroun aux États de le père, oui, aujourd'hui il est décédé, on l'avait oublié, de telle manière qu'un jour, il a dit au président de la République lui-même, je suis fatigué, je rentre. Il a laissé la représentation. Merci beaucoup, messieurs. On va donc passer sans transition à un autre invité, on vous l'a dit. Nous sommes lundi et on va donc recevoir le docteur Yves Ako, qui est médecin de la place. Jeune médecin, je dois le rappeler. Bienvenue, bonjour. Merci Sam, bonjour. Ça va? Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Je pense qu'on est debout très actif depuis ce matin déjà, comme depuis plusieurs jours. N'est-ce pas, dans le cadre de la préparation de la 12e édition de la Semaine du Cœur. Alors, vous n'allez pas davantage parler de l'événement. On vous reçoit comme médecin d'abord. Vous nous parlerez de votre profession, au-delà de l'action que vous menez et de ce qu'il y a lieu de retenir à propos des maladies dites de cœur aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus galvaudé aussi. On voudrait d'abord que vous nous aidiez à comprendre et à les recenser, les maladies de cœur. Quelles sont-elles finalement? Les maladies du cœur, en fait, c'est difficile de pouvoir les circonscrire simplement et les associer uniquement au cœur. Je pense que ça fait partie d'un grand système et le vocable qu'on utilise de coutume pour traduire ces maladies, c'est le thème maladie cardiovasculaire, parce que c'est des systèmes imbriqués. Alors, c'est un grand groupe de pathologies, la plupart du temps dites non transmissibles, et il faut noter que ce groupe de maladies, comme son nom l'indique, cardiovasculaire, affecte dans le cœur et les vaisseaux. Les vaisseaux, ici j'entends les artères et les veines, qui sont comme des conduits qui doivent faire circuler le sang du cœur jusqu'à tous les organes et refaire l'inverse. Et il faut noter également que le cerveau, lui, est également un organe privilégié et la plupart des maladies cardiovasculaires également auront des répercussions sévères au niveau du cerveau. Donc, dans ce groupe de maladies, on peut noter en chef de file l'hypertension artérielle. Il faut retenir aujourd'hui qu'en termes de morbimortalité, le plus grand enjeu de groupe de maladies à lutter aujourd'hui, ce sont les maladies cardiovasculaires. Elles occupent de loin la tête de tous les classements, que ce soit en termes de prévalence, en termes de mortalité, en termes de coûts, en termes de complications et en termes d'handicap définitif. Donc c'est dit à quel point son impact est large. Au Cameroun, par exemple, on dénote 40% d'hypertendus. Et il faut noter qu'au début des années 80, on était entre 6 et 8%. Et moins de 4 décennies après, nous sommes environ 40%. Et ça, ce sont les études menées par la Fondation camerounaise du cœur, les sociétés savantes et l'Organisation mondiale de la santé qui sont tous unanimes sur le fait que la situation est grave et alarmante.
À la situation du Cameroun, bien sûr. Voilà, on va prendre les questions du panel. Oui. Parce que c'est eux les médecins qui nous conseillent souvent pour se prémunir, parce que leur vocable, c'est quoi? Prévenir vaut mieux que guérir. Tout à fait. Et là, je pense qu'ils jouent bien ce rôle, mais venons de connaître pratique. Vous nous dites éviter le sel, la consommation du sel. Et vous nous dites l'occidentalisation de l'alimentation a augmenté, a fait grimper le taux de diabète et toutes ces maladies cardiovasculaires. Vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert? Oui, Bombok, je suis très heureux de cette question parce que là, elle touche un point essentiel. Les maladies cardiovasculaires étant dites non transmissibles, la plupart du temps, pour les facteurs identifiés sont des facteurs environnementaux ou liés à l'alimentation. Le sel, parlons-en. Le sel, tel que nous le décrivons aujourd'hui, est ce que nous appelons la bombe atomique, je ne sais pas si on va dire familière. C'est-à-dire nous avons tous des bombes dans nos cuisines, mais on en ignore. Parce que la consommation excessive de sel, et c'est scientifiquement démontré, entraîne une augmentation rapide et progressivement définitive de la pression artérielle. C'est pour ça qu'il est extrêmement important, et ça c'est l'un des moyens les plus importants pour lutter contre l'hypertension artérielle qui est le chef de file de toutes les autres maladies, de lutter contre la consommation de sel. D'où vient le sel? Vous allez vous rendre compte, par exemple, quand vous parlez de l'occidentalisation du mode de vie, 26% du sel que nous consommons, par exemple, provient des produits gelés ou de l'agroalimentaire industriel tel que nous connaissons. 25% proviennent du pain ou des produits faits à base de farine ou de la pâtisserie en général. Et vous remarquerez également que dans nos habitudes de consommation, non seulement la préparation de l'aliment exige du sel, la cuisson du sel, et même pendant la consommation encore, nous avons cette grande habitude que nous considérons comme très moderne d'avoir encore des arômes et du sel sur la table. C'est dire qu'à la fin d'un repas, on est pratiquement à 5-6 fois le volume de sel. À côté de cela, il faut noter aujourd'hui qu'on abuse énormément de beaucoup de produits toxiques pour l'organisme, à l'instar du tabac. Et on s'est rendu compte, toujours par les études, vous permettrez que je cite des études dont j'ai à ma possession, de la Fondation Camerounaise du Cœur, parce que les études ont été faites sur le terrain, ici chez nous, et particulièrement chez les jeunes en année universitaire. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de jeunes qui fumaient, mais en cachette. Et là, à l'intérieur, les filles étaient encore les plus nombreuses. De l'autre côté, il y a l'alcool, bien sûr. En matière de consommation du tabac. Le tabac, les filles fumaient plus que les jeunes garçons qu'on avait rencontrés, mais dans la rue, on a l'impression que c'est l'inverse. Alors, de l'autre côté, on s'est rendu compte que la consommation d'alcool atteint tous les plafonds. Je pense que je ne reviendrai pas sur tous les exemples et les références que vous avez. De l'autre côté également, la sédentarité a établi son nid dans notre société. Vous voyez le phénomène des mototaximènes qui existent font en sorte que les gens ne bougent plus. Pour faire 150 mètres, je vous assure qu'il y a des gens qui prennent soit un taxi, soit une moto. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec Internet et la télévision, aujourd'hui qui s'est vulgarisée, les gens ne bougent plus. Alors on est devant la télé toute la journée, on commande ce qu'on en va manger par téléphone ou par Internet. Ce qui veut dire que la mobilité est devenue extrêmement réduite. Et tout ceci on constate un taux énormément croissant d'obésité et de surpoids, qui est également un très grand facteur de maladies cardiovasculaires et métaboliques. Parce que le diabète et tous ces jours, l'obésité ou le surpoids est une prédisposition. Et avec l'obésité, on a une hypercholestérolémie, dont il y aura un excès de graisse et de mauvaises graisses qui vont se déposer au niveau des artères et du cœur, scléroser les artères ou simplement les obstruer. Et quand elles sont obstruées, c'est comme ça qu'on va généralement arriver à des AVC, à des crises cardiaques, à des insuffisances rénales. La préoccupation que j'ai, c'est vous allez vous rendre compte que dans l'entourage des jeunes, vous avez des personnes qui font une crise, ils n'ont pas de poids, ils font une crise, on vous dit il a fait l'AVC. Pourtant, c'est que c'est réservé à certaines personnes qui ont une certaine proportion. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire une surcharge pondérale, Alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne de petit corps, par rapport à une autre personne qui a plus de volume, se retrouve... On peut même prendre un cas, puisque c'est devenu public, un Sombahana sportif de haut niveau qui fait un AVC. Par exemple. Là, vous abordez des sujets qui sont de la plus grande importance. Justement, on a eu tendance à croire que, je répète que nous parlons ici des facteurs prédisposants. Ce qu'il faut retenir également, c'est que les malformations
représente également une proportion importante des pathologies vasculaires et cardiovasculaires. Il y aura des personnes, je crois que le jeune Patrick Equin, après son autopsie, on s'est rendu compte qu'il avait une malformation cardiaque. Avec Marc-Vivien Fouet, on a également parlé d'une hypertrophie cardiaque après une autopsie et d'autres problèmes qui étaient liés à une prise sanguine et tout. Donc, quand vous analysez tout cela, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres facteurs. L'obésité, le surpoids sont des facteurs visibles. Mais il y a également des facteurs génétiques, n'est-ce pas, où vous allez avoir des familles où il y a des pathologies qui se transmettent de génération en génération. Ce qui fait que quand, par exemple, le tabac, il altère sévèrement les artères, vous n'aurez pas de poids et le tabac est une source de malnutrition et de dénutrition associée à l'alcool. On aura certes un petit poids, mais on va s'empoisonner sévèrement tous les jours. Et quand vous mangez énormément de sel, quand vous mangez une alimentation qui n'est pas naturelle ou qui a beaucoup d'éléments surajoutés, vous n'aurez pas de poids, vous ne serez pas en surpoids, mais vous serez en train de vous détruire progressivement tous les jours. Donc, tous ces éléments mis ensemble, n'est-ce pas, montrent que le problème est complexe, mais il est possible d'y apporter des solutions naturellement avec une hygiène de vie saine. Alors, il faut bouger plus. Et moins rester stable, parfois préférer marcher un peu à pied que de prendre un taxi ou un Benskin. Ça, c'est sur le plan de la prévention. Il faut réduire drastiquement la consommation de sel. Et à cet effet, en réduisant énormément de sel, on se rend compte parce que le sel, à lui seul, est responsable de 30% de la proportion d'hypertension artérielle diagnostiquée au Cameroun. Je parle du sel en lui seul. Donc, vous comprenez qu'en réduisant seulement la consommation de sel, on réduit énormément la prévalence et l'incidence donc de l'hypertension artérielle. Hypertension artérielle, chef de file de ces maladies de cœur, comment se manifeste-t-elle cette maladie-là? Est-ce qu'on peut déjà soi-même pouvoir en détecter les premiers signaux? Là, vous ouvrez ce qu'on appelle un tiroir essentiel. Pourquoi? L'hypertension artérielle a cette particularité que c'est une maladie lente, insidieuse et chronique. C'est-à-dire, vous ne vous levez pas aujourd'hui et demain vous êtes hypertendu. C'est une maladie qui s'installe doucement et lentement. Et surtout, ne se manifeste que très tardivement. C'est pour ça que nous la qualifions de tueur silencieux. Parce que lorsque les premiers signes se manifestent, la maladie est définitivement constituée. Donc les signes sont très tardifs et les premiers signes qu'on peut avoir généralement aussi sont des signes que nous négligeons la plupart du temps. On a des céphalées, qu'on se dit non, peut-être comme on adore accuser le paludisme dans toutes les circonstances. Non, c'est un coup de fatigue. Oui, les maux de tête. Donc j'ai mal à la tête, voilà, je vais prendre ci ou ça. Non, il y a ça. Il y a une fatigue permanente et régulière, il y a même un problème visuel. Parce que beaucoup de gens, n'est-ce pas, vont découvrir leur hypertension à cause d'un trouble de la vue. Parce que n'oubliez pas, l'hypertension artérielle est cause de cécité. Donc, la plupart du temps, ces signes ne seront pas visibles, mais ces premiers signes-là doivent vous alarmer. Et la deuxième chose qu'il faut naturellement faire pour être au courant de son état de pression artérielle avant que les signes, ou bien avant que l'état de non-retour puisse s'installer, c'est qu'il faut contrôler régulièrement sa pression artérielle et son taux de sucre dans le sang, que nous appelons régulièrement glycémie, faire de l'activité physique, manger beaucoup plus de fruits et légumes. Je pense que rien qu'à Douala, nous en disposons énormément de marchés qui sont spécialisés dans la vente des produits frais, sortis des champs dans un délai de moins de 24 heures. C'est dire que jusqu'au centre-ville, nous ne pouvons pas prétendre ne pas pouvoir avoir accès. Alors j'apprécie beaucoup, Megui, la prestation de notre invité, parce qu'il a encore plein de ses connaissances apprises à l'école, maintenant adaptées à nos réalités. Est-ce qu'on peut dire que les habitudes des Camerounais ou bien des Africains en général coïncident avec toutes ces préconisations qu'il formule? Je ne sais pas, vous avez une préoccupation? Mais justement, elles ne coïncident pas, parce que moi, je suis extrêmement inquiète. Tout à l'heure, le docteur nous a parlé de la consommation du tabac et de l'alcool, qui est extrêmement poussé au Cameroun. Et ça, c'est une réalité, c'est vraiment un fait réel. Donc moi, je me demandais quand même, docteur, est-ce qu'il n'est pas possible que les médecins se constituent en, je sais pas, en bloc pour mettre une certaine pression sur le gouvernement avec les autres citoyens pour que justement la vente du tabac, l'importation même du tabac, l'alcool qu'on vend partout, qui n'est pas contrôlé, c'est-à-dire qu'en Europe même, où il y a plus de moyens pour pouvoir assurer la santé des uns et des autres,
on contrôle. Tu ne peux pas entrer dans un pub, tu bois comme tu veux. Non, c'est régulé. Mais ici, tu peux finir 2 casiers tant que ton corps te le permet. Oui, tu peux finir 2 casiers et ça n'inquiète personne. Mais est-ce que ce n'est pas possible, franchement, qu'on se dise qu'on est dans un pays comme le nôtre qui est pauvre, où on n'a pas véritablement un système social qui assure la sécurité des Camerounais. Mais on laisse les gens s'inhiber dans de l'alcool, fumer comme des cheminées. Il n'y a pas de problème. On ne va pas aller sensibiliser chaque personne à son tour. Je crois que les gens doivent s'autodiscipliner aussi. Je crois que leur rôle, mais ça, c'est aberrant. Oui. Les gens doivent s'autodiscipliner, sauf que vous oubliez une chose. Le tabagisme, c'est une maladie. Quand des gens qui sont atteints de tabagisme, c'est des malades. Des alcooliques, c'est des malades. Ils font comment pour arrêter? Il faut une prise en charge. Est-ce qu'il y a un système qui est installé justement pour prendre en charge ces personnes? Au niveau de la prévention, On comment faire? devrait commencer même par la création des centres de désintoxication. Est-ce que ça existe? Voilà. Oui, docteur Yves Ako. Oui, justement, à sa réponse, je pense que vous soulignez là quelque chose qui existe et dont les efforts sont en train d'être faits progressivement. Je pense que dans la ville de Douala, par exemple, quand on dit dépistage des maladies cardiovasculaires au village du cœur, ça parle aux gens. Il faut se rappeler quand même que nous sommes dans un monde globalisé et interconnecté où l'économie avec les politiques sociales et sanitaires s'entrecroisent. Il y a des programmes au ministère de la Santé pour la promotion de la santé. Il y a des organisations des médecins, que ce soit l'Ordre national des médecins, que ce soit plusieurs autres sociétés savantes au Cameroun. Et il y a même des organisations, à l'instar de la Fondation camerounaise du cœur, par exemple, qui, face à ce constat, depuis 12 ans maintenant, mené de main de maître par le professeur Daniel Lomogoum, qui est par ailleurs le président exécutif de la Fondation, a instruit justement plusieurs programmes dont le premier point est bien sûr la sensibilisation et l'information du grand public sur les dangers et l'existence des maladies cardiovasculaires. Déjà, comment s'en prémunir? Et deuxièmement, connaître son niveau de risque. Et c'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas, depuis dimanche avec la marche du cœur qu'on a initiée. Et à l'instant où je vous parle, au sorti d'ici, vous pourrez déjà constater qu'on a 2 villages de cœur installés à Douala pour les dépistages des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. De façon tout à fait gratuite, hein, on le précise. Exactement, complètement gratuite. Vous pourrez évaluer votre risque d'AVC, votre hypertension artérielle, le diabète, des troubles du rythme cardiaque. Donc, à la place du gouvernement du 24 jusqu'au 27, vous pourrez vous faire dépister gratuitement au siège de la Fondation camerounaise du cœur. Face supermarché cadeau à Mobile Bonacqua. Sans publicité. Oui, vous pouvez vous faire dépister, n'est-ce pas? C'était juste un référentiel. Vous pouvez vous faire dépister tous les jours, gratuitement, durant cette semaine du cœur, des différents facteurs de risque. Dans d'autres villes, à l'hôpital régional de Gaoundéré, où je vous parle à l'instant, la Fondation a mobilisé également des équipes là-bas et les gens sont en train de se faire dépister gratuitement. Et depuis même le début de l'opération, il y a quelques années, puisque vous tenez à évoquer les actions menées par cette fondation-là, est-ce qu'on peut en faire un bilan? Vous avez eu le sentiment que l'action initiée par le docteur Lomogoum a produit ses effets déjà, finalement, au Cameroun? Oui, je pense que je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, le professeur a initié en 2005 la Fondation camerounaise du cœur avec le concept Semaine du cœur. Il faut noter que si les premières années, on avait environ 5000 participants qui se faisaient dépister en 2005, je dois vous rappeler qu'en 2016, nous avons eu plus de 20 000 personnes dépistées à travers le Cameroun. Parce que toutes les régions, progressivement, sont en train d'être couvertes. Et cette année, toutes les régions, n'est-ce pas, dans l'étendue du territoire, bénéficieront, n'est-ce pas, de ces activités-là. Alors, moi j'ai un souci, une inquiétude à ce niveau, Mbombok. Est-ce qu'il faille qu'une fondation puisse se mettre en place pour mener une lutte acharnée contre ces maladies cardiaques ou cardiovasculaires au Cameroun? C'est à croire que le système sanitaire camerounais, même tel qu'il est implémenté, n'a rien prévu en ce sens-là? Oui, absolument, ça n'a rien prévu. Ce n'est pas faute d'avoir fait des propositions. Les citoyens ont toujours fait des propositions. Lorsque je vous parlais tout à l'heure, je vous ai dit, ils nous disaient souvent que l'occidentalisation de l'alimentation est un problème. Ils le disent depuis au moins 20 ans. Au moins 20 ans, Sam. Et je l'ai dit également tout à l'heure lors du premier sujet, Monet Kosso, le professeur Monet Kosso, a tiré la sonnette d'alarme. Et même Joseph Bédé, sur le pas de la néonatologie. Parce que là, on faisait comme si nous, les citoyens, ça ne nous intéressait pas. Effectivement, et on attendait que le gouvernement aille. Et or, le gouvernement n'a pas fait. Et il s'est trouvé qu'on était dans une crise économique où vous avez vos 1000 francs,
les enfants ne vont pas à l'école, quelqu'un est malade, vous préférez aller à la pharmacie du poteau pour acheter n'importe quoi. Et là, on est allé de mal en pis, malheureusement. Donc, moi, j'apprécie cette action-là qui fait en sorte que les populations puissent aujourd'hui comprendre le risque. Parce que le temps de deuil, toutes nos familles, chacun de nous enterre au moins 2 cadavres par semaine, depuis au moins 15 ans. Donc, on se rend compte, AVC, les AVC, diabète et tout. Donc, le citoyen a compris, a vu le risque. Puisqu'on ne peut pas soigner la mort, on est donc obligé aujourd'hui au moins de se conformer à leur orientation. Alors lorsque les personnes sont dépistées, j'aimerais que le docteur Mabok, si tu permets, nous dise ce qui est préconisé par la suite finalement. Déjà, je dois préciser que sur les sites même de dépistage et durant les dépistages, nous aurons probablement au décours de ces dépistages plusieurs catégories de personnes. Il y a déjà pour les personnes à haut risque, n'est-ce pas, des médicaments qui seront disponibles, mais ça, ce sont des critères bien précis que nous distribuerons gratuitement à ces personnes-là. Et aussi, une fois que vous êtes dépisté, avoir de bons chiffres, c'est une bonne chose, mais en oublier de faire des contrôles réguliers, c'est mauvais. C'est pour ça, justement, qu'il est important que les gens sachent où se trouve le siège de la fondation et aille régulièrement se faire dépister. Et dans tous les hôpitaux, on n'a pas besoin d'être focalisé seulement dans un endroit. Il y en a tellement d'hôpitaux, que ce soit dans la ville et dans le Cameroun, et ça ne nécessite pas grand-chose. Ce n'est pas contraignant ni pour soi, ni pour le personnel. Faites-vous dépister. Donc, ces gens aussi qui auront des hauts niveaux de risque, parce que nous avons avec nous quand même un bon panel. Certains gens bénéficieront, n'est-ce pas, des examens poussés en cardiologie, dont des échographies cardiaques, des électrocardiogrammes, des fonds d'œil. D'autres même bénéficieront, et ça c'est beaucoup plus chez les diabétiques aussi, ce que nous appelons l'échographie Doppler. C'est un examen spécifique, non contraignant, qui permet justement de mesurer le risque avec l'atteinte des artères, parce que le diabète, il altère sévèrement les artères. Donc, tout cela, nous avons des experts sur la question qui seront là pour répondre à tout ça, et c'est pour cela que nous disons, ce qui est gratuit, on ne doit pas s'empêcher d'en C'est vrai que, Megui, je ne sais pas s'il y a des téléspectateurs qui souhaiteraient poser des questions au médecin. On a 3 minutes pour sortir avec. Oui, donc on a Chinois Sonfac depuis Tchang qui demande aux médecins comment se manifeste l'hypotension. L'hypotension. Okay. L'hypotension, c'est vrai qu'on n'en parle pas la plupart du temps. Généralement, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des personnes qui vont le plus souvent s'évanouir. C'est-à-dire on aura une vision floue, une perte de l'équilibre, et puis on va perdre ses forces. Et la plupart du temps, le signe majeur peut être ce que nous on va appeler des syncopes. C'est-à-dire on va tomber, perdre connaissance là sur le coup. Mais quand la tension... Et les causes de l'hypotension, c'est quoi? Là maintenant il faut rechercher, on peut faire une hypotension par exemple suite à un accident de la circulation, c'est-à-dire on se vide de son sang parce que le volume suffisant pour maintenir une pression artérielle adéquate ne l'est plus, et donc on se retrouve face à une hypotension qui va se compliquer parfois immédiatement par un choc hypovolémique et la mort. Donc, mais ce ne sont pas des cas... disons que ce n'est pas les cas les plus courants ou qui alarment le plus, mais il ne faut pas non plus le négliger. Donc si vous êtes souvent sujet à de l'hypotension, rapprochez-vous d'un médecin pour avoir des conseils encore plus avisés. Oui, on a Christian Nietzsche qui nous dit bonjour docteur Yves, concernant la réanimation, lorsqu'on fait le bouche à bouche, on inspire de l'air ou on expire plutôt de l'air dans la bouche du patient? Je suis ravi parce que ce téléspectateur que je salue au passage a probablement suivi les démonstrations dans le cadre du programme Oser sauver de la Fondation qui est dédié à former les gens à la réanimation cardio-pulmonaire. Et à cet effet, il est important de noter que le massage cardiaque, c'est 2 choses. C'est les compressions thoraciques et c'est l'insufflation d'air. Et c'est scientifique tout ça. On expire, donc on insuffle l'air, on pousse l'air dans les poumons de la victime. Donc nous prenons de l'air qu'on pousse dans les poumons de la personne qui est victime d'un événement cardiovasculaire, probablement peut-être dû d'une crise cardiaque ou d'un arrêt cardiaque. On inspire. Oui, on prend de l'air, c'est nous qui donnons de l'air. Okay, voilà, donc on ne prend pas de l'air chez lui, mais nous lui en donnons parce qu'il en manque. Voilà. Donc il faut faire attention quand même de prendre des petites mesures de précaution quand même, parce qu'aujourd'hui, avec la transmission des maladies à travers les liquides biologiques, protéger quand même la bouche de la personne, on peut avoir des plastiques quand même ou des emballages. De toutes les façons,
il faut trouver un moyen de se protéger en faisant ce boucher. Voilà, Une dernière, oui. Alice de Ndokbon qui demande au docteur, le dépistage va de quelle heure à quelle heure? Le dépistage à partir de 6h30, 6h45, donc pour les travailleurs qui désirent se faire dépister avant d'aller au boulot, c'est possible. Et ceux qui finissent de travailler à 15h30, ne vous inquiétez pas, le village du cœur... On est malheureusement à la fin parce que j'avais une dernière question sur les facteurs qui peuvent permettre de limiter le stress parce qu'on parlait beaucoup des accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Comment, parce que le stress c'est très important et je vais parler d'une chose simple. Oui, en 30 secondes. Prenez l'habitude de danser et à cet effet aujourd'hui nous avons prévu un cœur dancing party. Donc danser parce que c'est très bon pour le cœur. Ça permet au cœur d'être vivifié, ça permet de déstresser, ça décompresse et c'est extrêmement bon pour la protection du cœur. Danser dans quelles circonstances? Aller en discothèque forcément ou bien... Pas forcément en discothèque, même les clubs de sport aujourd'hui je pense ont intégré la danse dans leur activité sportive. Donc pour ceux qui seront du côté de Yaoundé, rendez-vous le 1er octobre à l'esplanade du Palais des Congrès pour la méga cœur dancing party. Voilà, merci beaucoup. C'était donc le docteur Yves Ako, jeune médecin, vous l'avez vu, il parle avec beaucoup de brio. Autant vous le dire aussi, le Cameroun peut en avoir de jeunes gens comme cela qui ont fait de très belles formations. Donc il est un des bénévoles de la Fondation du Cœur qui travaille dans ce sens-là pour nous éviter toutes ces maladies en tête desquelles se situe l'hypertension artérielle. Voilà. Votre campagne se poursuit et les informations sont consultables aux endroits indiqués. Merci beaucoup, madame, de rester avec nous. Messieurs, également, la suite du Zénith, c'est après cette chanson. Cherche, trouve dans la vie. Et c'est les pouletti, mon mène son corps. Nyako, mon akoba, nabula ma bolongue. Ma bolongue, nakoba, nabula bolongue. Ouais. Na 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 na. Que c'est lui que j'attendais. J'ai fait des mauvais choix peut-être, qui sait. Car il est vrai que l'on ne sait pas ce qui est bon pour lui. Oh Dieu, montre-lui son chemin dans cette vie odieuse. Je suis inondée d'amour qui m'arrive de partout. Il y en a plein les murs de ma maison. I sing it so much, I'm a
Voilà les conseils du jeune médecin Yves Ako pour nous éviter des maladies de cœur, pratiquer beaucoup d'activités sportives, beaucoup de marches sportives, éviter la sédentarité, trop rester sur place, mais peut-être aussi danser un tout petit peu, c'est pas interdit, que ce soit en discothèque ou bien dans des clubs, dancing, dans les salles de sport. Toujours garder le sourire aussi à l'image de l'artiste Erico, oui, l'homme aux amours multiples qui a su, on va dire, rester lui-même aujourd'hui. Un grand amoureux, Erico, à travers la belle chanson d'ailleurs qu'il vient de nous proposer aussi, Tendance. Toujours souriant. Je pense que c'est un bel exemple à suivre aussi en cette matière-là. Oui, Erico est toujours souriant comme Samuel Eto'o. Je n'ai jamais vu Eto'o fâché. Eto'o est toujours en train de rire. Je m'en sers. Peut-être c'est mon De constat. temps en temps, il se fâche. Hein? Donc je n'ai jamais vu Eto'o plier le visage comme ça. Le gars est toujours souriant. Maman, les gens qui disent souvent que quand il est bavard, trop mieux, je parle moi pour ne pas avoir l'hypertension artérielle. En parlant comme ça, je me libère. Ah oui. Voilà. Donc, mon ventre n'est pas le magasin. Quand j'ai dit, je dis. Je ne stresse pas ça. Si je stresse, je vais mourir avant mon aussi jour. à l'intention des patrons qui stressent à longueur de journée leurs employés, qu'ils relâchent un tout petit peu. Ah, les patrons qui grondent même pour rien. Non, Même ça. pour rien, voilà. Qui n'aiment pas dire que ce que vous faites est bien. Qui aiment souvent dire que non, 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 ça ne se passe pas comme ça ici. C'est stressant, mais on va faire comment? Nous sommes en Afrique. Si tu bouges... Non, nous sommes en Afrique, mais en Afrique, la ressource humaine est tout aussi importante qu'ailleurs. Donc, il faut la préserver. Je ne ça. refuse Ouais, pas. c'est ça. Nous sommes en Afrique. Pendant qu'un patron te gronde, c'est quelqu'un d'autre qui serait là pour dire que j'aime même qu'on me gronde pour qu'il travaille bien. Et ça donne le poids au patron de dire n'importe quoi, ce qu'ils veulent aux employés. Mais quand on n'a pas le choix, on reste tranquille. Est-ce que l'Union africaine peut nous supporter? L'ONU. L'ONU peut supporter les employés. Tu me dis ça, mais commence à me prendre la tête. Hein, Mombo? Il y a une commission des droits de l'homme et de la liberté là-bas. À l'ONU, non? Oui, oui. Je dis qu'un patron me gronde même aux escaliers. Je fais appel à l'ONU. Ne vous manque pas. Je ne parle pas de mon cas. J'ai dit le jour, un patron, si un patron. Donc ça Si un patron me n'a gronde- pas encore été fait. Non, non. Le jour qu'un patron me regarde comme ça aux escaliers, qu'il y a comme un moi, j'appelle l'ONU au secours. Voilà, on va aller droit dans quelques petites minutes prendre la revue des réseaux sociaux, mais avant de cela, on a quelques autres messages avec vous. Ok, merci Sam. Donc on a Ariane Sambou. Excusez-moi. Alors, Ariane Sambou. C'est bon, reprenez vos esprits maintenant. Voilà. C'est bon. Regarde sur terre, Megui. Tendance. Alors, à propos du Congo-Ça de Tendance, je dirais tout simplement que je ne trouve aucun mal à embrasser son homme ou qui que ce soit et devant quiconque, car même le père qui donne sa fille en mariage
lui-même est passé par là et sait que c'est incontournable pour deux personnes qui s'aiment réellement. On le fait à la dot devant les parents et autres membres de la famille et amis, pourquoi pas dans un lieu public, surtout que c'est l'un des plus beaux jours de notre vie. On a également Christian Herman Badouidana qui nous écrit depuis la page Facebook 10-12 Zénith. La question des baisers en Afrique et au Cameroun en particulier dépend des mœurs et aussi des pratiques religieuses. Certains fidèles de certaines églises estiment que ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Donc, on a également ce message, le gouvernement ne peut pas réguler le secteur de l'alcool parce qu'il veut que tout le monde saoule pour mieux voler et piller. Bon. Alors bonjour, je suis au Gabon. Pour l'instant, il n'y a pas de base pour le consul depuis 3 ans et la carte consulaire coûte 6 000 francs. Quelle escroquerie. Alors je reviens sur la diplomatie camerounaise. Juste un fait banal, le permis de conduire en France, ici on accepte de muter celui de la Centrafrique, que je ne sous-estime pas, mais qui est quand même dans une situation critique. Celui du Tchad également, mais pas celui du Cameroun, c'est pathétique. C'est Alfred Mbang qui écrit depuis Aix-en-Provence, c'est en France. Voilà, donc je ne vois pas en quoi c'est pudique un baiser central lors de son mariage. Je dirais que c'est de l'hypocrisie de la part de ceux qui le pensent, parce que c'est lors de cette célébration que l'on montre au monde cet amour qui unit les conjoints, et cela se fait aussi par un baiser affectif. Voilà, en matière d'habitude, dans les embrassades amoureuses, moi je n'ai rien contre le fait qu'on commence à copier un peu l'Occident, parce que chez eux, c'est assez bien de voir dans les gares TGV ou bien dans les aéroports, les gens qui s'embrassent langoureusement et ça ne gêne personne tout autour. Bon, si vous pouvez le faire ici, faites-le. Mais attention à ne pas copier d'autres types de mauvaises habitudes du style de ce qu'on a vu au bois de Boulogne. Alors, nos frères et sœurs qui nous souillent, qui ternissent l'image. Les filles Betty du bois de Boulogne qui font n'importe quoi là-bas, dans la prostitution carrément. Je crois que ce sont des habitudes, malheureusement, qu'il ne faut pas copier de l'Occident vers nos pays ici. Après, ils viennent nous bluffer sur le Cameroun. Je suis à Paris, je suis à Paris. Moi-même, j'ai vu sur Facebook. Tout le monde a vu ce que vous faites là-bas dans les camions. Oh, je suis à Paris. Paris a fait ceci. Paris a fait quoi? Donc, c'est ce que vous faites là-bas. Vous venez suivre vos familles. Bon, en même temps, il ne faut pas généraliser. Il y a quand même des bonnes personnes. Non, il y a certaines personnes, voilà. Parce que j'ai l'une de mes copines là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle fait là-bas. Elle nous avait dit qu'elle est docteur. Mais tu n'es pas docteur, parce que tout le monde a même niveau d'études. Tu as laissé au point menteur comme moi. Je ne sais pas quelle formation tu as encore parti faire en Europe, parce que tu es docteur en Europe. Donc tu mens, détrompe-toi. On ne peut pas se lever matin, on est docteur, je mens bon. Non, non, non. Tu as laissé le corps au point menteur comme moi. Tu publies tes photos avec les boulots. Oh, merci mon Dieu pour ce boulot. Tu n'es pas docteur. Je suis sûr même que tu laves le sol chez les blancs. Tu viens t'habiller en blouse blanche, tu mets sur Facebook. Je vais te bloquer. Mais il y a aussi la réalité de ces médecins camerounais. Les vrais, ils sont nombreux d'abord en termes de milliers qui exercent en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, voire aux États-Unis. Et beaucoup d'autres qui ont d'autres métiers en dessous des médecins, c'est-à-dire comme infirmières. Ou sages-femmes, il y en a beaucoup de Camerounais et Camerounaises qui font bien. Maintenant, ils ne doivent pas être assimilés et confondus. Mais celle-ci n'a pas un bagage intellectuel. J'ai dit qu'on a le même niveau. On a compris. Merci. La revue des réseaux sociaux à présent, avec vous, Meki. Et oui, pour ce qui concerne la revue des réseaux sociaux, il faut signaler qu'il y a eu pas mal d'actualités qui ont fait le buzz ces derniers jours, au Cameroun surtout. Et ce qu'on a choisi révèle... dans un premier point de la crise anglophone où l'avocat ancien bâtonnier du Cameroun, Akeremouna, fait une sortie sur son compte Twitter et il propose 5 solutions pour le retour au calme en zone anglophone du Cameroun. L'ancien bâtonnier sur son compte Twitter donc a posté une série de vidéos dans lesquelles il estime que pour un retour au calme, il faudrait impérativement que le restant des personnes arbitrairement détenues soit libéré. Il faudrait également un dialogue véritable. Il faudrait des conditions réelles
qui pourraient être mises en place pour le retour des Camerounais en exil à l'étranger. Le peuple, selon lui, doit être au centre de toutes les préoccupations. Et enfin, il souligne l'importance selon laquelle le porte-parole devrait être issu de ceux qui vivent avec le peuple et comprendre leurs préoccupations et frustrations. Selon Akeremouna, cette triste situation découle de la négligence du gouvernement. Il dénonce une tripartite qui n'a produit aucun résultat jusque-là, un multipartisme de forme dénaturée par un processus électoral qui laisse à désirer et une décentralisation toujours attendue après plus de 2 décennies. Voilà, alors sur le dernier point, Charles Hamel, quand il dit que les véritables interlocuteurs soient identifiés au sein du peuple, bon, c'est vrai que Maître Akeremouna, jusqu'ici, est resté assez discret sur la question. Alors, cette sortie, comment on peut... Alors, Mbambok Began d'abord. Oui, moi, je pense que les orientations données par Maître Akeremouna Sam ne datent pas d'aujourd'hui. Il a commencé à donner sa version des faits. Vous vous rappelez sûrement qu'il avait d'ailleurs été entendu dernièrement au secrétariat d'État à la Défense, parce qu'on soupçonnait qu'il était derrière ou pas, mais bon, il a donné ses orientations. Moi, je pense qu'elles sont bonnes, Sam, parce qu'au moment où on va progressivement vers l'escalade de la violence, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, on risque d'aboutir à un dialogue de sourds. Deuxièmement, on risque de ne plus avoir des interlocuteurs. Vous vous souvenez que lorsqu'on a libéré la première vague dernièrement, les gars sont restés tranquilles. Pourquoi? Parce que le gouvernement a dit qu'on peut les arrêter encore à tout moment. Et qu'est-ce qu'ils peuvent donc faire? Non, ils sont là, ils restent, ils sont dans le qui-vive, ils se disent, mais nous avons pensé porter haut ce que le peuple pense bas, mais on nous a taxé de terroristes, on nous a taxé de... S'il faudrait donc reporter, continuer et nous arrêter une deuxième fois, on risque de ne plus sortir. Il a commencé par faire le constat qu'effectivement, c'est la résultante du laxisme ou bien du très peu d'empressement des gouvernants à régler le problème dans le fond. Absolument, absolument, Sam. Je ne prenons que le cas caissier au président de la République. Un Cameroun est un pays uni, unitaire et décentralisé. Mais qu'est-ce qui choque? Pourquoi n'implémente pas la décentralisation malgré les lois de 2008, de 2004 et le décret d'application du Premier ministre de 2008? Qu'on décentralise véritablement, c'est-à-dire en faisant quoi? Que le président nous dise que les prochaines sénatoriales se passeront avec les assemblées régionales. C'est-à-dire que c'est les assemblées au niveau de chaque région qui vont élire leurs sénateurs. Au moins, ça va commencer à décrisper, mais également libérer les gens, les autres détenus qui sont encore... On va revenir rapidement. Charles Hamel, Akeremouna a été l'un des tout premiers à réagir à la suite du CPP. Et puis, il y a eu un enchaînement avec les gens de l'UDC et tous les autres. Cet ensemble de réactions de la part de nos leaders, comment est-ce que vous les voyez? Il faut dire déjà, Sam, que la réaction d'Akeremouna tombe bien. Elle tombe à pic, juste après les événements que nous avons eu à vivre toute une journée dans les 2 différentes régions. Il faut dire que l'État s'est retrouvé dos au mur. Dos au mur, pourquoi? Parce que pendant longtemps, ils ont minimisé ce problème. Ce problème qui a commencé depuis la jeunesse, depuis les indépendances, qui n'a cessé de bouillir. Ils ont minimisé. Ils ont ouvert le multipartisme en disant que si vous voulez vous esclaval du peuple, allez former un parti, venez combattre. C'est là le SDF. Bien avant les autres, après tous les autres partis, le SDF est né, tous les anglophones se sont regroupés, la bataille, ça a toujours été la revendication. Et une énième fois, comme celle qui avait démarré en novembre, en octobre, je pense bien, ils se sont dit, ah, c'est encore ces choses d'avant, ça va passer. Je crois que c'est ce ça va passer qu'ils ont encore dit, qui a envenimé véritablement la situation, sans savoir que plus le temps passe dans les revendications, plus ça se corse, plus les arguments ne cessent de se renforcer, plus les méthodes et les voies de recours ne cessent. Parce qu'aujourd'hui, vous me frappez dessus, je vais appeler l'aide de Megui, vous me frappez, j'appelle Mbambok, vous frappez, j'appelle. Ça fait le nombre ne cesse de grandir, les alliances ne cessent de se faire, les alliances visibles et invisibles ne cessent de se faire. Jusque-là, on a méprisé. Il y a eu les émissaires qu'on a eu envoyés. Premier échec. Il y a eu une personne même, je pense que Galga Amaladi, qui s'est autoproclamé émissaire envoyé personnellement par le chef de l'État. Il allait comme dos dans le mur.
création de la commission, du comité, je crois, de la commission... Multiculturalisme et bilinguisme. C'est vrai que c'était pas vraiment l'une des solutions. Encore là, c'est pour ça que je dis encore là. Mais entre-temps, il y a quelque chose qu'on était censé attendre. Le Conseil national de la sécurité, qui devait, avec la période, c'est-à-dire les deux périodes, Boko Haram et tout, se dire, attention, essayons de nous asseoir. Est-ce que, quand on essaie de regarder toute la zone frontalière, l'un ne peut pas engendrer, on ne peut pas envenimer la situation sur l'autre? Réfléchissons rapidement parce que nous avons l'extrême nord, Nigeria, nous avons le nord-ouest, Nigeria. Est-ce que ce front, ça ne peut pas permettre? Réfléchissons. Non, ça n'a pas été ça. Quand j'ai entendu récemment encore le ministre de la Communication se lever et dire que c'était ce genre de terroristes, attention, entre Boko Haram contre les terroristes et dont on voit l'ensemble des actions et se retrouver là, est-ce que ce n'est pas encore envenimé? Est-ce que ce n'est pas un peu trop parlé? Donc j'estime à ce niveau qu'il continue de minimiser, se disant qu'il y aura la voie. Non, il faut discuter. Et à côté de cela, Philippe, je vais chuter par là, que ceux qu'on demande, dont ils demandent la liberté, soient connus. Parce qu'à ce qui paraît, on les aurait éparpillés. Parce que ceux qu'on a pu à Bamenda, qui sont retrouvés à Douala, Mbanga, je vois en Konsamba, d'autres à Yaoundé, à Konengi. Du coup, inventaire pour qu'ils soient libérés. Est-ce que c'est aussi la volonté actuellement de l'État à l'heure où des actions ne cessent d'être posées? Parce que ça, il ne faut pas seulement demander qu'on libère. Mais à côté de cela, quand même, il y a des actions qui ne cessent, des exactions contre les forces de l'ordre, contre les stations. Est-ce que ça aussi, ça prête? Très bonne question, Charles. La tendance, est-ce qu'on peut encore rattraper la situation aujourd'hui si on libère les personnes qui sont encore détenues, par exemple? Vous pensez que ça peut calmer le jeu? Tel que les gars sont en train de faire là, je ne pense pas ça. Parce que même les gens qu'on a d'abord libérés, si les gars ne voulaient plus le désordre, ils devaient d'abord se calmer pour qu'on essaie de voir ce qu'on doit faire. Parce qu'à l'heure, si même si on libère, ils vont tout chercher les motifs. Là, je ne suis ni francophone, ni anglophone, je suis camerounaise. Ça veut dire quoi, à mon avis? Nous sommes indivisibles. Le désordre que vous voulez faire, vous me stressez. Et ce qui me tend encore les nerfs, l'autre jour, je vois les mamans sortir aussi dans la rue avec les enfants, avec les tissus rouges, les maman, alors que je savais que les femmes même pouvaient dire à leurs enfants que, wow, vu ce que nous vivons au Cameroun ces derniers temps, le Boko Haram ne nous laisse pas au nord. Les accidents sur nos routes, voici encore le désordre. Est-ce que c'est normal? Et calmer leurs enfants pour qu'on essaie de regarder dans la même direction. Mais les mamans là avaient les arbres de paix, hein, donc c'était pour la paix. Non, pour moi, ce n'était pas pour la paix, Sam. Tel que vous êtes sortis, étant habillés en blanc-rouge. Le rouge, c'est le sang. Non, mais tendance, c'est la plus haute. Le rouge signifie le sang. J'ajoute juste tendance que c'est la plus haute société secrète. Non, dans le nord-ouest, dans les zones anglophones. C'est des gens qui ne sortent pas n'importe comment et qui ne posent pas un certain type d'action. On les a vus lors des revendications, durant la période des indépendances, des revendications. Lorsqu'ils sortent, c'est pour un problème majeur. Elles sont sorties pour exiger et réclamer la libération de leurs enfants, pour ramener la paix. C'était dans le sens de la paix. Pour moi, tel que j'ai vu, je ne sais pas si c'est mes yeux qui ont vu comme ça, tel que je vois, c'est que ce sont les mamans qui veulent encore rendre les autres enfants rebelles. Même quand vous organisez quelque chose, habillez-vous même en noir, mais pas en blanc-rouge. Moi, je sais que le rouge, c'est la couleur du sang. J'ai analysé dans... Il y avait des branches d'arbres aussi qu'elles avaient. Non, on parle comme ça. Ce n'est pas bon à rire. Ce n'est pas bon à rire. Le sang, c'est la vie. Quand une femme accouche, elle accouche bien dans le sang. Voilà, donner la vie. On termine parce qu'on a encore des informations sur Maître Keremouna. Bon, c'est le fils de l'ancien président emblématique de l'Assemblée nationale, Salomon Tandé Mouna. Il a la réputation d'être particulièrement charismatique. Il a de très belles entrées à l'international. Est-ce qu'il peut être une alternative dans les prochains jours, par exemple, comme ce nouveau leader qui peut jaillir pour tenter de proposer quelque chose de significatif? Pour certains, oui, ce serait le profil quasi idéal. Mais bon, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Mais pour ce qui est de la situation dans cette partie du Cameroun, nord-ouest et le sud-ouest, moi je dis c'est dommage que les choses se radicalisent de la sorte, parce que je lisais encore sur Internet ce matin qu'il y a des revendications quant aux attentats de Bamenda. Il se pourrait que les sécessionnistes auraient revendiqué justement les attentats à la bombe de Bamenda. Je dis c'est dommage parce que là je parle vraiment comme ça. Mes frères du sud-ouest et du nord-ouest qui nous regardent en ce moment, vous savez, quand il y a ce genre de situation, les personnes qui subissent, c'est le petit peuple.
Quand vous faites exploser une bombe, est-ce que ce sont les personnes qui sont aux affaires qui vont subir les conséquences directes? Non. C'est le petit commerçant qui passait par là, c'est l'automobiliste qui passait par là, le petit enfant qui allait à la boutique faire une commission. Ce sont ces personnes-là qui vont trouver la mort. Ce n'est en aucun cas des personnes contre lesquelles... Qu'est-ce que vous leur conseillez donc pour sortir? Ce que je leur conseille... Opposeurs de bombes et pyromanes, s'ils sont identifiés. Oui, c'est-à-dire qu'ils essayent de s'en référer aux personnes, peut-être les leaders du consortium, qui encore, je pense que le moment est encore... en fait, c'est encore possible qu'ils dialoguent tel que le préconise Maître Akeremouna, qu'ils dialoguent véritablement avec le gouvernement, qu'on donne une seconde chance au gouvernement de pouvoir, si possible, libérer les personnes qui sont encore détenues et de faire avancer les choses. Mais en aucun cas, moi, je ne cautionnerai jamais la violence parce qu'on voit ce qu'elle a causé ailleurs, ça n'apporte dans la rien du ligne de Edith Kabangwala et du CPP. Alors, Charlamel, sur la sortie de Maître Akeremouna. Alors, moi, je pense, je vais prendre le dernier point. Edith Kabangwala et du CPP. Alors, Charlamel, sur la sortie de Maître Akeremouna. Alors, moi, je pense, je vais prendre le dernier point. Le dernier point, il dit qu'il faudrait que ce soit véritablement les gens qui représentent le peuple. Non. Le peuple a besoin de garanties. Quelles sont les garanties que ceux qu'ils vont choisir pour porter leur voix ne vont pas subir des représailles? Comme il a même dit parmi le peuple la même. Hein, c'est ça que je suis en train de dire. Ils s'excluaient eux-mêmes. Non, celui qui ne demande pas, non, celui qui ne demande pas se propose. Ça me semblera. Il ne demande pas, mais quelque part il est en train de se proposer. Voilà, parce qu'à la fin on va dire, ok, bon, comme c'est toi qui as mis, bon, vas-y, continue pas sur le même chemin. Mais ça me semblera, il faut dire qu'en ce moment, on a réussi à fragmenter. On ne sait plus qui est qui. Je crois qu'on a libéré les membres du consortium, ceux qui sont exilés, qu'en ont-on fait? Quelles sont les décisions? Parce qu'il y a ceux qui ont fui, qui sont interdits, qui savent que s'ils reviennent, ils vont se faire arrêter. Je pense qu'à un niveau, rendu à ce niveau de la crise, c'est comme une bagarre. Lorsque vous arrivez pour séparer, préparez-vous. Il faut, en poussant les deux belligérants, faites attention, vous risquerez de prendre soit un coup, soit vous faites soutirer par un pickpocket qui est de passage. Donc c'est un peu dans cette situation qu'on est en train de se retrouver, où les uns et les autres, vous avez des gens qui cherchent à voler les motos, vous avez des gens qui profitent pour régler les comptes dans les quartiers, vous avez des gens qui profitent, qui sur le plan politique pour se faire des coups bas, mais tout ça on assimile en disant c'est la crise anglophone. Il faut savoir faire la part des choses entre ces différentes rivalités, ces guerres intestines qui sont en train de vivre et le véritable et le réel problème. Deuxième information, Mehdi. Voilà la deuxième information qui a tout autant fait le buzz, mais c'est une tragédie, c'est un fait triste. Donc le professeur de lycée Charles Etondi, proviseur du lycée bilingue de Fumban, assassiné samedi dernier à son domicile par des inconnus. La scène s'est produite le 23 septembre 2017. Selon certaines sources, l'homonyme de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Charles Etondi, a été surpris samedi aux premières heures par des inconnus. Au cours d'une altercation, il a reçu plusieurs coups de poignard sous les yeux de sa famille. Il décédera quelques temps après. Certaines révélations accablantes filtrent déjà, bien que l'enquête relative à cette tragédie se poursuive. On parle ici de tribalisme, voilà, car selon certaines sources, il n'est pas vu d'un bon œil dans cette localité qu'un étranger occupe ce type de fonction. On évoque aussi la volonté de M. Etondi de vouloir redresser cet établissement gagné par la délinquance, mais aussi d'assainir les choses au niveau de la gestion de l'APE, où il aurait trouvé un manquant de 8 millions. Très bien. Est-ce qu'il y avait des raisons pour lesquelles on aurait voulu l'assassiner Mbomok Bengane? Donc, quoi qu'on puisse donner, rien ne justifie l'assassinat de ce proviseur. De l'avis même des autorités locales et même de certains qui l'ont connu, il semble que, comme disait Megui en son analyse, il est venu assainir la situation, ce qui n'a pas plu à certaines personnes. Semble-t-il, on le lui a dit. Évidemment, mais bon, comme les enquêtes continuent, je pense que l'enquête nous dira que son épouse aurait dit en cette enquête que son mari lui avait dit qu'elle était menacée, et menacée par certaines personnes qui venaient à visage découvert pour lui dire que non, ce n'est pas toi qui resteras ici, tu ne resteras pas ici, tu ne resteras pas ici. Bon, il n'était pas quand même, il n'aurait jamais imaginé que ça aboutirait à l'assassinat. Il lui pensait plutôt que on va faire des rapports à la hiérarchie et tout, et que lui, il aurait le temps de justifier les réformes qu'il est en train de faire, d'envisager pour le lycée. Alors, rapidement, tendance, il faut stigmatiser avec la dernière énergie, vraiment, les tendances au tribalisme, finalement.
s'il est bien question de cela, comme cela est suggéré. Je suis abattu. Donc démoralisé même, en bon français. Les assassins là, vous-même, quand on meurt, on rentre quand? Imaginez, vous avez laissé combien d'enfants en train de pleurer. La veuve, on me dit que la veuve va même proposer 2 millions de francs CFA. Les gars, on dit, reggae. Son fils, me dit que son fils est interné dans le coma parce que lui aussi, on l'a bien poignardé. Disant que nous sommes à Fumban et ça ne se passe pas comme ça qu'à Yaoundé. Encore le problème de tribalisme dans mon pays, Megui. Et du coup, on dit même que... Tellement il y a des choses qui se disent autour. Je ne sais pas si le sultan a déjà dit son dernier mot. Et apparemment, même il y a un boutiquier qu'on a poignardé. Et on dit même que le boutiquier est mort. Toujours ça dans mon pays, le Cameroun. Voilà. Moi, je me suis dépassé. On est pris par les contraintes de production. Charles Hamel, sur la question. Sam Sévérin, que vous soyez à Bangouré, que vous soyez à Kupa Matapi, que vous soyez même du côté de Fumbot, c'est le même problème. Le problème d'une xénophobie montante. Ça ne date pas d'aujourd'hui que dans cette zone, il y a une forte poussée xénophobique. Je pense que de la part des autochtones des coins, de tous ces différents coins, Sam Sévérin. Alors, il faut dire que la seule personne, lorsque vous vous rendez compte, même le pouvoir administratif a de la peine à exercer dans une région, dans un département comme celui-là. Parce que seuls prévalent les actions du sultanat. C'est le sultanat qui édicte tout, c'est le sultanat qui fait tout. Tant que le sultan ne s'est pas prononcé sur un certain sujet, la population ne suit. La preuve, rappelez-vous de ce sous-préfet qui a été giflé par un Tida parce qu'il ne s'est pas levé lorsque le sultan est arrivé, Sam Sévérin. Alors vous vous imaginez à peu près jusqu'où on est en train d'aller. Je crois qu'à ces différentes actions, on devait sévir, l'État devait sévir, mais l'État n'a pas sévi. On a l'impression que nous sommes dans un royaume, un État dans un royaume. On se pose véritablement ces questions. Et là, il n'y a pas longtemps, il y avait un proviseur, il y a un an, il y a le corps d'un commissaire, toujours étranger, qui avait été baladé dans la ville, et notamment, cela n'avait pas posé un quelconque problème. Toujours en Fumban, sans que cela n'ait causé un problème. Rappelons, il y a 1 ou 2 ans avant, il y a un enfant, un proviseur qui avait toujours étranger, qui avait sévèrement rossé un enfant parce que l'enfant avait des attitudes véritablement d'un délinquant avoué. Les enfants sont allés se plaindre. L'enfant allait se plaindre sur le sultan. Là, on a réuni la population. Qu'est-ce que vous voulez? On a demandé son départ. À 13 h, le communiqué, le sultan l'a fait partir. Donc, c'est pour dire, Sam Sévérin, que c'est du ressort du sultan. Et je pense que le sultan roi de Bamoun, qui regarde cette émission, devrait prendre sur lui aujourd'hui cette décision de dire, attention, d'appeler ces sujets en disant, écoutez, il faut revoir. Il faut revoir. Non, si il est au courant de la situation que vous décrivez, ça veut dire qu'il n'a rien pris comme mesure depuis le début. Puisque si ça existe depuis des années, comme vous le dites si bien, je pense quand même que ce sultanat-là, il y a 3 mois, peut être taxé d'être complice. Il y a 3 mois, contre les gens commencent à mourir et ce n'est pas bien. Assassiné, on est au Cameroun quand même. Je te dis que ça, on a même récupéré les terrains des gars de ce côté à Fumban. J'ai mon frère qu'on a récupéré son terrain. Quand le gars arrivait au village, il était blessé partout. Parce qu'on a dit que non, tu n'es pas Bamoun, tu es Bafang. Non. Okay. Merci Megui, on va terminer la 3e info, on n'a plus le temps, 3 minutes, voilà. Donc l'explosion d'une bombe à Douala a entraîné l'interdiction de toute activité commerciale aux alentours des installations de la société camerounaise de dépôt pétrolier. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er qui a pris cette décision vise à préserver l'ordre public. Jean-Marc Ekwa Mbarga prévient. Tout contrevenant aux dispositions de la présente décision s'expose aux sanctions prévues en la matière par la législation en vigueur. On rappelle donc vendredi dernier, 22 septembre, une bombe artisanale a explosé dans les installations de la SDP à proximité du marché Mbopi à Douala. Pour le gouverneur de la région du littoral, il s'agit d'un attentat terroriste raté qui, heureusement, n'a pas fait de victimes. D'abord, pour la forme, Jean-Marc Ekouambarga devait déjà prendre son nouveau poste puisqu'il n'est plus sous-préfet de Douala 1er. Ça aussi, c'est une des choses qu'on peut dénoncer. Bon, passons. On va quand même rappeler que la plupart des commerçants n'ont pas trouvé à redire sur cette mesure qui vise à les protéger aussi, mais en espérant que ça va vite retourner à l'ordre. On va juste dire, pour présenter nos excuses aussi sur cette information, au principal du collège Bénédicte et toute l'administration du collège Bénédicte de Douala, puisque lorsqu'on donnait cette information en exclusivité vendredi dernier, un téléspectateur nous a fait dire à travers un message signé qu'il y avait eu, on a trouvé
Un élève du collège Bénédicte en possession d'une autre bombe artisanale vers Ndokoti Tunnel, ce qui n'a pas été vérifié. Donc nous présentons nos excuses pour cette information qui a créé un certain remue-ménage auprès de cet établissement qui est de bonne réputation. Malheureusement, les services de police sont arrivés de ce côté et ont constaté que tout allait plutôt bien. On va donc demander à tout ce beau monde de rester dans la sérénité, mais beaucoup de vigilance aussi, parce que la menace n'est pas totalement écartée. Charles Hamel. De vigilance, j'ai l'impression que les actions du sous-préfet sont un peu contradictoires au discours du gouverneur. Aujourd'hui, on devrait associer les populations à la vigilance. Lorsqu'on les éloigne d'un endroit comme celui-là, c'est dit, vous pouvez passer. Parce qu'à côté, il y a un poste militaire. Juste à ce niveau, un peu plus haut, il y avait un poste militaire. Les militaires sont constamment assis à ce niveau. Est-ce que pourquoi les militaires n'ont pas eu cette présence d'esprit de lancer au plus bas pour se rendre compte que voilà un poseur de bombes? Je crois qu'en les éloignant, ça peut être même l'objet, je ne sais pas, de l'objectif visé. Il faut plutôt associer, je pense aujourd'hui, l'important c'est d'associer les populations. Vous faites bien d'en parler, Bambouk, sur la coordination du travail. Je crois que c'est le gouverneur en temps de crise qui est descendu sur le terrain, qui doit coordonner. Oui, absolument. Ça, mais en plus qu'il est descendu avec les deux généraux. Ça s'appelle, dans les quatre principes de la défense de la sécurité, il y a ce qu'on appelle l'universalité de la défense. Il faut précisément associer tout le monde dans le problème de sécurité et de défense, c'est-à-dire répertorier les commerçants qui y sont. Voilà. Ils deviennent déjà les agents. C'est-à-dire qu'ils représentent au même moment que les forces de maintien de l'ordre qu'on va y poster peut-être en civil. Il y a donc ces commerçants qui d'habitude sont là. Et là maintenant, les poseurs de bombes ne vont pas s'imaginer que ces commerçants-là sont là pour aider et même sont en communication avec les autorités policières et peut-être même des gendarmeries. Donc en fait, le fait de les éliminer, ça veut dire qu'on les soupçonne. Et les mêmes populations seront donc pris un peu, comment je veux dire, auront peur. Vont-ils dire quoi, puisqu'on nous considère déjà comme des terroristes? Encore que moi, j'apprécie le langage du gouverneur, qui lui a parlé d'actes criminels. Il évite de parler du terrorisme comme le porte-parole du parce gouvernement. Que c'est ça le danger, Sam Sévérin. Parce qu'à passer là, désormais, c'est vide. C'est vide, c'est ça complètement vide. Or, vous allez vous rendre compte, vous allez vous rendre compte, Sam Sévérin, que les gens, à l'instant où on a posé, il n'y avait pratiquement encore personne. Il n'y avait encore personne. Libérer, nous avons un poste militaire. Je crois qu'il faut justement demander ou changer le lieu de ce poste pour le ramener un peu plus bas. Je dis, c'est à la montée de Mbopi. Si vous voyez la montée de Mbopi, au sommet de côte, vous allez vous retrouver. Il y a un poste avec des militaires qui sont constamment installés. Vider toute cette chaîne tout le long de la barrière, c'est vraiment laisser un endroit complètement désert où des individus vont venir garer des véhicules comme des passants. Ou alors, on peut même avoir ces mêmes gens qui veulent se cacher derrière ces véhicules, soit garer un véhicule, et ça deviendra très compliqué. Merci beaucoup, on a fait le tour. On va passer à la suite, c'est interpellation. L'idée nouvelle pour le développement dans le pays, pour moi personnellement, ça passera par le changement de mentalité de ceux qui nous gouvernent. Vous savez, depuis qu'on est là, on a proposé, ceux qui nous gouvernent nous ont proposé une façon de changer les choses, ça n'a pas donné. Aujourd'hui, il faut qu'on réussisse, il faut qu'on passe par le changement de mentalité de nos gouvernants, c'est-à-dire les changer. Et quand on aura changé ceux qui nous gouvernent, je crois qu'une nouvelle personne pourra apporter une nouvelle idée qui pourra peut-être nous aider à aller au développement. Parce que vous voyez, ça fait combien d'années aujourd'hui qu'on est sous l'ère de notre président de la République. Et vous voyez, si aujourd'hui, on va même jusqu'à demander que ceux qui ont pillé les caisses soient peut-être relancés par rapport à ceux qui ont revendiqué. Vous voyez, quel mélange. Donc pour moi, il va falloir changer ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, trouver de nouvelles personnes qui vont apporter de nouvelles idées et qui vont nous permettre de connaître de nouveau. Regardez, qu'est-ce qui va dans le pays? Vous êtes journaliste, donnez-moi un exemple. Dans quel domaine? Le football, l'économie dont vous faites allusion, rien ne va. On prend les mêmes, on recommence demain, comme si on n'était pas dans un pays qui nous appartient. Donc moi je crois, pour moi il faut changer les institutions, changer les hommes qui gouvernent, apporter de nouvelles personnes qui vont nous apporter également de nouvelles idées pour notre pays qui nous est cher, mais qui malheureusement, certains se comportent, je veux dire les gouvernants, comme s'ils sont de passage.
Voilà, par ces temps de crise dite anglophone, le changement des gouvernants est sur la plupart des lèvres, à l'instar de ce compatriote, Mbombok. Oui, moi je pense que lorsqu'il y a crise, Sam, il faut essayer, ça veut dire que l'équipe qui était là a échoué. Il faut tenter une nouvelle équipe, il faut changer une nouvelle équipe. Le président, moi je pense que depuis le début de l'année, il aurait pu faire un vaste réaménagement du gouvernement. Un vaste, j'allais même dire, pas réaménagement, parce qu'il a fait réaménagement, mais refaire tout le gouvernement en réalité, revenir avec les hommes neufs pour essayer de voir implémenter une nouvelle politique, parce que ceux qui sont là n'inspirent plus la confiance. Bon, mais s'il ne le fait pas, ça veut dire que lui-même, il envisage partir. Est-ce qu'il va le faire donc comme l'a fait son prédécesseur Amadou Ahidjo, en démissionnant? Je n'en fais rien. Mais comme citoyen, moi je lui propose cette option-là aussi. Charles Hamel, le changement de dirigeant intervient normalement en période électorale, puisque nous n'y sommes pas encore. Bombok invoque le changement de gouvernement, je veux dire le remaniement ministériel. Alors certains observateurs pensent que l'entrée de ministres anglophones, moi je parlerai de le réaménagement pour l'apaisement. Oui. Le réaménagement pour l'apaisement. On commence par les premiers acteurs qui ont été au feu de l'action de la crise anglophone. On les balaie. Ils n'ont pas de place à ce niveau. Ils ont fait preuve véritablement d'une incompétence dans la gestion du crise. C'est vrai qu'il y a ceux pour qui c'était le premier brûlot. Depuis qu'ils sont dans l'administration, c'était le premier brûlot. Mais ça, ils ont fait montre parce que la crise se perpétue, on les met de côté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Sam Severa, il faut faire ce réaménagement. Vous avez l'ENAM, vous avez l'IRIC, vous avez Polytech, vous avez l'école normale. Vous avez les miens, pratiquement toutes ces directions, c'est les francophones. On peut commencer par aménager. Bon, l'ENAM avait déjà été dirigé par M. John Gouté. On parle aussi de l'école de police en anglophone. On peut aménager. On commence d'abord avec les directeurs d'abord. On essaie d'aménager. Sur le plan ministériel, c'est un peu plus compliqué, Sam Severa. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut remonter à l'élaboration des premiers textes même de cette République qui précise que si le président appartient à tel, il faut tout revoir, il faut tout repenser véritablement. Et je ne pense pas que ceux qui ont déjà fait ce qu'ils pouvaient faire, vraiment qu'ils laissent la place à ceux qui viendront, ceux qui pourront repenser, réaménager. Mais pour le moment, on fait le réaménagement pour l'apaisement. Alors, cette façon de programmer un réaménagement dit de l'apaisement peut être dangereuse, Megui, puisqu'on peut basculer dans ce qu'on peut appeler la dictature des anglophones. Et là également, les gens du Nord vont se dire, nous on veut aussi nos postes clés parce qu'on a aussi les mêmes types de problèmes, quelque part. Voilà, donc on voit depuis que la crise anglophone s'est dit, si je peux utiliser ce terme-là, on a eu des sorties de patriarches Betty, qui également réclament un certain nombre de choses. Ouais. Et justement, le danger, c'est que cela se généralise. Parce que est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait un remaniement en cet instant, pendant que les choses ne vont pas si bien? Je ne sais pas trop quoi y répondre. Moi, je pense, Sam, non. Si les Nord, comment je veux dire, le Grand Nord revient, les Betty également, ça veut dire qu'ils font du désordre. Il y a eu quand même un forum national dans ce pays en 61. 61, on a parlé francophone, on n'a pas parlé nordiste, sudiste et tout ça. Donc, on n'a pas parlé. Et donc, lorsque le 3 mars 1916, on procède par la partition du pays, on a divisé le pays en francophone et anglophone. Lorsqu'on revient, on fait une nomenclature du gouvernement. Comment se fait-il que les 5 plus grandes représentations sont tenues par les francophones? Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président du Conseil économique et social, ce n'est pas normal. Le secrétaire général, le président de la République, ce n'est pas normal. Donc, en réalité, sur ce plan purement administratif, on peut le faire, même au MINAT. Mais on a eu quand même un président de l'Assemblée nationale anglophone, on a évoqué son nom tout à l'heure, de regretter mémoire, on a eu tous les premiers ministres anglophones aussi. Moi, je pense que cette façon de voir même est dangereuse, parce qu'il vaut mieux, si on veut préconiser un changement de gouvernement, de gouvernant, comme l'a dit notre compatriote, qu'on commence par changer celui qui incarne tout l'État. Absolument, c'est ça la solution. Mais pour c'est ça en fait. Mais pour le moment, il faut calmer. À l'allure où vont les choses, il faut porter à croire qu'il ne peut pas avoir les élections. Si la situation s'empire, il n'y aura pas d'élections. Donc c'est pour calmer, donc pour qu'il y ait des élections,
et que lui, il ne veut pas démissionner comme Amadou Ahidjo, on va qui commence au moins par cet apaisement. Je pense même qu'une question pouvant arriver, en termes de manière consultative, vous pensez que qui peut parmi vous être l'homme de la situation? Je crois qu'ils vont trouver, ils connaissent même qui peut être cet homme de la situation, et c'est partant de là qu'on pourra commencer à voir. Très bien. On va prendre la suite, et la suite est avec Vergeture Off. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeture Off. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeture Off favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeture Off, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeture Off repart et protège. Vergeture Off, le miracle du cosmétique. Voilà, Miss Vergeture Off est avec nous. Quelle est la nouvelle de ce lundi? Bonjour, madame. Bonjour, Sam. Bonjour, la grande équipe du Zénith. Alors, comme tous les matins, une bonne nouvelle encore. Vous qui souffrez des vergetures dues à la grossesse, vous qui souffrez des vergetures dues à une prise ou une perte brutale du poids, vous qui souffrez des vergetures dues à une variation hormonale, vous qui vous posez des questions sans cesse, est-ce qu'il existe véritablement une crème qui puisse éliminer les vergetures? Eh bien, je viens répondre ce matin à vous disant, oui, il existe une crème appelée Vergeture Off pour lutter efficacement contre vos vergetures. Et c'est quoi donc Vergeture Off, pour rappeler? Oui, Vergeture Off, c'est cette crème miracle faite à base de plantes et de fibres naturelles qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Elle favorise la régénération cellulaire et elle hydrate en profondeur. Et comment distingue-t-on la dite crème des autres produits? Alors, comment distinguer la dite crème des autres produits? Vergeture Off, ce sont ces ingrédients sélectionnés et ciblés pour répondre aux attentes des utilisateurs. Vergeture Off, c'est son carton rose de 100 grammes, estampillé Vergeture Off. Vergeture Off, c'est son conditionnement, sa double, triple protection. Vergeture Off, c'est son prix à la bourse de tous les Camerounais. Et maintenant, vous dites tous les Camerounais, mais au-delà de 50 ans, est-ce qu'on peut vraiment penser pouvoir utiliser le produit? Oui, pour les personnes matures. Au-delà de 50 ans, vous pouvez utiliser le produit parce que Vergeture Off a cette capacité de stimuler la production du collagène qui restaure l'élasticité des peaux matures. Parce que Vergeture Off hydrate en profondeur. Donc, vous, des personnes âgées, vous pouvez également utiliser Vergeture Off et avoir de meilleurs résultats. À présent, dites-nous, madame, quel est le pays dans lequel le Vergeture Off est fabriqué? Vergeture Off est fabriqué aux États-Unis, plus précisément dans le Maryland. Ah bon, oui. C'était bon à savoir. Voilà, alors rappelez les points de vente au Cameroun. Alors, Vergeture Off se trouve dans tous les magasins Santa Lucia et Maïma de Douala et Yaoundé. Vergeture Off se trouve du côté de Bafoussam dans le supermarché Yatch. Vergeture Off se trouve à Bertois dans la parfumerie Famille Boutique. Vergeture Off se trouve à Ebolova dans la parfumerie du Lac. Vergeture Off se trouve à Kribi dans le supermarché Le Paradis. Vergeture Off se trouve à Marois dans la parfumerie Fashion et Moutak Dabo, je ne vais pas tout citer. Appelez simplement le 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 00 28 28, 680 00 28 28 ou allez sur notre page Facebook. Merci beaucoup. Merci, Sam. Il y a Vergeture Off. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeture Off favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeture Off, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeture Off repart et protège. Vergeture Off, le miracle du cosmétique. Voilà, merci. Avant d'aller conclure ce programme, nous avons encore quelques petites minutes à passer avec vous et nous allons les consacrer à bien d'autres choses. D'abord, la lecture des messages et puis un second partenaire et la critique de fond de ce programme. Vous avez la parole, Megui. Donc, merci Sam. Elman de Pougerolles qui nous dit « La décentralisation doit être rapidement effective. Je ne comprends pas pourquoi les autorités de l'État sont
telles même des bombes à retardement. Le remaniement n'est pas la solution, mais il faut plutôt une reprogrammation de mentalité et une équitabilité de postes de décision. Espérons aussi qu'il n'y aura pas de conseil de l'apaisement, comme on sait très bien organiser les conseils de tout. Bonjour, le véritable problème qui a conduit à la crise anglophone est la mauvaise gérance. Plus de 35 ans au pouvoir, si le pouvoir judiciaire était indépendant, la crise ne pouvait pas atteindre ce niveau. Alain Adouala. On a cet autre message qui nous dit les autres régions ne revendiquent rien. Le sud-ouest et le nord-ouest, tout au moins, au plus le fédéralisme de respecter notre constitution. Je n'ai pas bien compris. Vous avez compris, vous? Très bien. On va donc prendre maintenant l'entrée en scène de notre partenaire de Grand Bazar comme tous les lundis et mardis. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout! En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, voilà Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Voilà, Grand Bazar est représenté sur ce plateau par le responsable en charge de la communication. Monsieur Tambo, bienvenue, bonjour. Bonjour, bonjour à l'équipe de Zénith 10-12. Bonjour aux nombreux clients de Grand Bazar partout dans le pays. Bonjour également à tous les propriétaires de tricycles et conducteurs de tricycles de la ville de Douala. Alors ce matin, nous voulons vous informer textuellement que Grand Bazar, c'est la première chaîne de montage des tricycles au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. C'est en 2002 que nous avons mis sur pied notre chaîne de montage, la toute première chaîne de montage au Cameroun en 2002. Cela fait exactement 15 ans aujourd'hui et nous avons déjà formé plus de 500 techniciens dans nos magasins ici. Quand nous parlons donc du tricycle, on le fait avec autorité. On s'appuie sur nos 15 ans d'expérience. Alors, les multinationales et les grandes entreprises de ce pays et en Afrique centrale, parce que nous avons des entreprises qui nous viennent du Congo, nous avons des entreprises qui nous viennent du Tchad, nous avons des entreprises qui nous viennent de la Guinée équatoriale, nous font confiance depuis plus de 10 ans. Vous pouvez vérifier à travers leur flotte, leur matériel roulant, ils n'ont que les tricycles Bazar et les tricycles Lifan. Alors, nous invitons de ce fait toutes les entreprises possédant une flotte de tricycles vieillissants, quelle que soit la marque, de nous contacter, car nous sommes prêts à leur apporter notre expertise pour la remise à jour de ces tricycles afin qu'ils redeviennent rentables. Faites très attention, chers clients, il y a de la contrefaçon dehors. Quand vous achetez votre tricycle, pour être sûr que c'est le tricycle Lifan ou Bazar, la marque de l'originalité, regardez le moteur doit porter le logo Lifan. Ce logo Lifan, c'est la marque de l'originalité. Regardez toujours votre moteur et ce logo, si vous ne le voyez pas sur le moteur Lifan ou sur le moteur du tricycle Bazar, ça veut dire que c'est du faux. Il y a de la contrefaçon. Les gens ont imité les tricycles Bazar. Alors, exigez la qualité, l'original, et la photocopie ne sera jamais l'original. Avec les tricycles Bazar chez Grand Bazar, vous ne reviendrez plus jamais chez nous par hasard. Alors, contactez-nous le plus tôt possible parce que le stock est en train de s'épuiser. Alors, contactez-nous au 200, les numéros qui s'affichent au 243 17 63 10, au 243 17 63 09 et au 243 53 25 08. Très bien, on a fait le tour. Donc ce matin, vous étiez là davantage pour
prévenir contre la contrefaçon qui est en cours, dont vous avez eu vent autour de la marque Grand Bazar. Et vous nous dites qu'il faut éviter la contrefaçon et s'attarder sur l'imitation. Donc vous nous rappelez qu'est-ce qui permet de bien se rendre compte qu'on est avec l'original. Voilà, ce logo est inscrit sur tous les moteurs du tricycle Bazar et tous les moteurs du tricycle Linfan. Ce logo est estampillé. Soyez vigilants, chers clients. Ces gens qui font la contrefaçon ne peuvent pas avoir ce logo sur leur moteur. Exigez avoir le logo Linfan sur le moteur. C'est le plus important. Ne vous faites plus anarquer. Ne vous faites plus tromper. Les produits Grand Bazar sont vendus exclusivement dans les magasins Grand Bazar. Les tricycles Linfan sont vendus exclusivement dans les magasins Grand Bazar et chez les distributeurs agréés. Grand Bazar, c'est la puissance sur 3 roues. Merci beaucoup, M. Tambo, pour cette prestation ce matin sur les produits de la marque Lifan, un enfant tricycle moto, donc commercialisé par Grand Bazar, dont vous nous avez rappelé la situation géographique également et puis les différents contacts de toutes les façons. Bien de vos clients sont déjà bel et bien renseignés autour de tout ce qu'il y a à savoir autour de Grand Bazar. Vous allez revenir demain. Jamais vu chez Grand Bazar. Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, voilà Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Merci beaucoup. On va aller vers la conclusion, mais d'abord 2 ou 3 derniers messages. Donc, Sam, on a ce message qui nous dit « Ce phénomène risque de perdurer tant que les décideurs vont continuer à faire des nominations à caractère tribal, c'est-à-dire chacun doit être nommé chez lui. Je parle plus des chefs d'établissement. Merci au nouveau ministre qui a commencé un changement dans ce sens. C'est un enseignant de Ngoumou qui nous écrit. Bonjour, le gouvernement du renouveau est beaucoup plus équilibré. Celui virtuel du SDF est beaucoup plus mauvais. Joseph de Douala, je m'adresse à un bonbon. Qu'est-ce que vous avez dit à propos? Non, rien du tout. C'est propos. C'est le président de la République qui a les cartes en main. La preuve, même le SDF n'a pas fait de proposition. On dit c'est le chef de l'État, c'est lui qui est le père de la nation. Il faut donc qu'il exprime maintenant ce statut de père de la nation en appelant ses fils à un dialogue franc. C'est ce qu'a dit le SDF, c'est ce que dit le Kawala, c'est ce que nous disons ici. Et moi, j'ajoute comme citoyen que s'il ne veut pas, qu'il fasse comme le président Aïdou a fait, qu'il démissionne. Ou bien comme Hollande a fait dernièrement en disant que je ne peux plus me présenter. Donc, qu'ils disent aux Camerounais, je ne serai pas candidat en 2018, par exemple. Voilà donc Alain Bami qui nous dit... pour ce qui se passe dans les parties nord-ouest et sud-ouest, je dirais que c'est pas un problème anglophone. Pour moi, c'est un problème camerounais. Je suis camerounais, pas anglophone ni francophone, et je vote pour la paix. Non, là, il faut préciser. On ne peut pas dire qu'on n'est pas anglophone. C'est un problème anglophone. Il y a 2 Cameroun aux Nations Unies depuis le 3 mars 1916. Et une seule partie du Cameroun a été indépendant le 1er janvier 1960. Pourquoi y a-t-il eu réunification le 1er octobre 1961? Précisément parce qu'il y a 2 entités. Et on s'est entendu sur l'organisation administrative. On ne peut pas jouer sur ce mot-là. Merci beaucoup, Mbambok Megui. Charles Armel, on va sortir tendance par la critique. Oui, au nom de la liberté de critiquer, Mangele centre bien sur moi. Les femmes qui passent le temps à mélanger le ndolé au marché. On va faire une descente sur le terrain. Quand on dit le ndolé, c'est le ndolé. Vous préparez, vous lavez le ndolé, vous emballez boule de 100 francs. Pourtant, c'est mélangé. Je ne veux plus voir ça.
Un mélange avec le coin, parfois avec le légume. Quand on dit ndolé, c'est ndolé. Je vous passe la parole, Sam. Merci bien. Au nom de la liberté de critiquer, en pleine crise, donc, on essaie d'identifier de quel côté se trouvent les poseurs de bombes ou encore les pyromanes. Nous disons c'est dans les rangs davantage du gouvernement de la République. Et l'un des pyromanes a pu être identifié, M. Issa Chiroma Bakari, au point qu'il a même d'ailleurs été rattrapé. On lui a rabattu le caquet. M. Messanga Nyamzing, au passage, a estimé que M. Chiroma était totalement hors sujet en traitant les manifestants de purs terroristes. D'ailleurs, dans le même sillage, aussi est intervenu le gouverneur de la région du Sud-Ouest, M. Bernard Okalia Bilay, qui n'a pas hésité à trouver des qualificatifs qui ne sont pas dignes de son rang vis-à-vis de ces personnes-là qui ont manifesté. On va donc demander à ce que toutes ces personnes-là puissent s'apprêter à rendre des comptes le moment venu, parce que le pays ne va pas continuer de sombrer sans qu'on ne sache de quel côté se trouvent les véritables responsables. Alors ceux qui posent les bombes et ceux qui brûlent, c'est beaucoup plus aussi ceux qui ont pillé, détourné beaucoup d'argent, ceux qui ne veulent pas mettre en place des politiques publiques qui permettent le vrai développement du Cameroun. Et peut-être qu'on indexera ici le premier d'entre nous, puisque c'est lui qui n'a pas voulu mettre sur pied cette décentralisation au plan effectif, parce que ceci a bel et bien été acté au niveau de la Constitution du Cameroun. Mais jusque-là, c'est de la roublardise avec beaucoup de choses qui ne sont pas dans le sens d'aller dans les intérêts des aspirations de la plus grande masse. Aujourd'hui, donc, on en est là et malheureusement, nous sommes toujours coincés dans l'impasse. Attention, le jugement de l'histoire sera là pour demander des comptes à chacun de ces personnes qui ont contribué à plonger le Cameroun dans le chaos. Mais ce n'est pas notre but. Le chaos, ce n'est pas bien du tout. Nous avons besoin d'un Cameroun épris de paix, mais aussi de tranquillité et de prospérité, pourquoi pas. Merci beaucoup, c'était le zénith de ce début de semaine.